Quelle est la place des femmes en sciences aujourd'hui? La situation s'est bien sûr améliorée depuis les dernières décennies, mais il reste encore un bout de chemin avant d'atteindre l'équité. Des statistiques montrent qu'il existe un grand écart entre les hommes et les femmes. Entre autres, que les hommes choisissent beaucoup plus de carrières scientifiques que les femmes. L'un des facteurs qui expliquerait cela serait un manque de modèles féminins pour les jeunes filles. Mais ce ne sont pas les modèles qui manquent. J'ai été, lors de ma formation, en contact avec plusieurs femmes chercheurs d'exception. C'est pour mettre toutes ces femmes en valeur qu'un groupe d'étudiants et d'étudiantes du Centre intersectoriel en santé durable de l'Université du Québec à Chicoutimi a eu l'idée de mettre sur pied un projet que nous vous présentons aujourd'hui, Lumière sur les femmes en sciences. Afin de vous les faire connaître davantage, nous souhaitons vous présenter des femmes au parcours scientifique remarquable mais souvent méconnu, et pourquoi pas encourager et inspirer les jeunes scientifiques de demain. Dans chaque épisode, nous vous présenterons le portrait de 2 femmes de notre époque ou du passé, en plus de vous présenter une entrevue réalisée avec une chercheure travaillant actuellement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous présentons le portrait d'Ada Lovelace et de Cheng Chun-Wu. Mais tout d'abord, Laurence Gagnon a réalisé une entrevue avec Claudia Moreau, une professionnelle de recherche en génétique et bioinformatique à l'UQAC. Tout d'abord, pouvez-vous nous décrire un peu votre cheminement scolaire? Moi, je suis un petit peu vieille. Dans mon temps, la bioinformatique, ça n'existait pas à l'université. Donc, je pouvais pas étudier ça. Je pouvais même pas savoir que c'est ça que je voulais faire dans la vie parce que ça n'existait pas. Donc, mais j'aimais beaucoup la bio. Donc, je suis allée à l'université au bac en biologie médicale. Par la suite, j'ai fait une maîtrise dans un laboratoire de recherche. Puis la recherche, ça m'a beaucoup intéressée. Donc, j'ai continué là-dedans. Puis j'ai découvert la génétique après, un petit peu dans mon travail. Et là, la génétique c'était pas la même chose dans le temps, la génétique, que maintenant, on va dire. Donc, ça a évolué. Puis, à un moment donné, je me suis dit, OK, je dois aller vers d'autres outils plus puissants parce que ça me passionnait vraiment. Donc, j'ai fait une attestation en programmation à l'Université de Montréal, mais j'ai principalement appris, on va dire, par moi-même, puis avec beaucoup d'aide, des gens qui étaient là à ce moment-là, heureusement. Et donc, c'est ça. Donc, c'est ça qui m'a emmenée vers la bioinformatique. Pouvez-vous nous décrire un peu qu'est-ce que la bioinformatique? Bien, dans le fond, c'est d'utiliser l'outil informatique au service de la génétique, en fait. On fait de la génétique, mais la génétique, c'est... un génome, ça fait 3 milliards de paires de bases. Nous, on en a beaucoup de génomes, donc c'est très, très gros. Donc, on ne peut pas mettre ça dans Excel et travailler. Alors, on a besoin d'outils... il y a plusieurs programmes bioinformatiques qui existent. Il y a des serveurs aussi... Calcul Canada, des serveurs nationaux, qu'on doit apprendre à utiliser. Plusieurs, dans le fond, c'est Linux, R, Python. Donc, c'est un peu ça, mais au service de la génétique. C'est pas comme de la programmation pour n'importe quoi d'autre. C'est pour la génétique. La bio. Vous venez d'une région éloignée. Est-ce que cela a été un obstacle pour vous durant vos études à l'université? Il n'y avait pas d'université dans ma région, en effet. Donc, j'ai comme un peu toujours su que j'allais partir pour étudier. Et en fait, en réalité, mon premier patron, un de mes premiers patrons qui m'a engagé à Montréal, dans le fond, il a dit « Moi, j'engage toujours des gens qui viennent de loin. Ils sont plus débrouillards. » Dans le fond, pas tant. Je pense que ça m'a pas arrêté parce que moi, je fonce dans la vie puis je fais ce que j'ai envie. Super. Donc, comment avez-vous décidé de travailler en bioinformatique puis vous êtes dirigé vers justement l'informatique un peu? Quand j'ai commencé à travailler en génétique, même dans mon bac, il n'y avait pas beaucoup de cours de génétique, mais la génétique, ça m'a vraiment passionnée. C'était la génétique des populations qu'on faisait. Et je disais, OK, il faut que je continue à faire ça. J'aime trop ça, jouer avec les données puis m'amuser. Donc, je m'amuse. Donc, si je voulais continuer là-dedans, il fallait que j'aille vers ça, l'informatique un peu. Puis d'abord, j'ai aimé ça. Je me suis découvert un petit côté un peu geek. Pourquoi avez-vous choisi une carrière de professionnel de recherche? C'est arrivé souvent que les gens me demandent « Veux-tu faire un doctorat? Veux-tu faire un doctorat? » Puis je me questionnais déjà tout de suite après ma maîtrise, est-ce que je veux faire un doctorat? Si je fais un doctorat, ça va m'amener plus vers une carrière de prof
Est-ce que c'est ça que je veux? Puis finalement, je me suis dit, moi, j'aime beaucoup jouer avec les données, j'aime beaucoup faire de la science. Je suis moins vers la gestion, je suis moins vers l'administration. Puis je regardais qu'est-ce qu'ils font les profs d'université, puis il y a de l'enseignement, il y a des étudiants, il y a de la recherche, mais il y a beaucoup aussi de gestion, d'administration, de demande de fonds. Puis on dirait que moi, j'avais plus envie de jouer avec les données, puis de rester vraiment un petit rat de laboratoire dans la science. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de pas continuer au doc, puis de rester dans le professionnel de recherche, dans le fond. Avez-vous déjà rencontré des difficultés face à votre cheminement professionnel lié au fait que vous êtes une femme? Bien, pas tant. Je pense que le monde évolue, puis c'est beau. Je trouve ça beau. Parce que, oui, les profs d'université, c'est plus des hommes. En bioinformatique, c'est plus des gars aussi. Mais j'ai jamais vraiment... j'ai toujours eu du bon monde autour de moi, puis tant mieux, là. J'ai jamais senti de discrimination ou de quoi que ce soit. Non, vraiment pas. Est-ce que vous croyez que les hommes ont un avantage dans le milieu de la recherche actuelle? En bioinformatique, je dirais que non. Je pense pas. Pourquoi il y a plus de gars en bioinformatique? Je pense que c'est peut-être parce qu'ils ont plus un intérêt vers ça. Mais je pense pas qu'ils ont un avantage quelconque, là. Je pense que n'importe quelle fille qui a envie d'y aller peut. Par exemple, nous, dans notre labo, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. De plus en plus, je pense que c'est un peu pour tous les domaines là, qui étaient réservés, qui étaient masculins un peu, on va dire. Peut-être que l'informatique, ça continue d'intéresser plus de garçons, mais oui, je pense qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien d'impossible pour les filles. Donc oui, on en voit de plus en plus, puis c'est une bonne chose. Ada Lovelace est une grande mathématicienne qui, en avance sur son temps, aurait développé le premier langage de programmation informatique. Ada est née en décembre 1815 à Londres. Puis, peu après sa naissance, ses parents se sont séparés et elle n'a jamais connu personnellement son père, Lord Byron, qui est un poète célèbre. Sa mère était une mathématicienne, ce qui a grandement inspiré Ada dans son choix de carrière. À cette époque, les mathématiques étaient principalement réservées aux hommes. C'était inhabituel pour une jeune femme de la noblesse d'étudier les mathématiques et la science, mais grâce à sa mère, Ada a pu étudier ces disciplines avec des tuteurs. Elle a ensuite poursuivi ses études de façon autodidacte, tout en étant grandement aidée par le mathématicien Augustus de Morgan, le premier professeur de mathématiques de l'Université de Londres. En 1833, elle rencontre Charles Babbage, un inventeur et mathématicien connu comme étant le père de l'ordinateur. Lors de cette rencontre, Babbage lui montre la machine analytique, l'ancêtre de la calculatrice. Ada est immédiatement fascinée par cette invention. Ils deviennent amis et Babbage devint également un mentor pour Ada, ce qui lui permit de continuer l'étude des mathématiques plus avancées. Ensuite, elle épouse en 1835 William King et devint comtesse de Lovelace en 1838 lorsqu'il devient comte. Ce dernier, contrairement aux coutumes de l'époque, encourage la nouvelle comtesse à poursuivre ses activités en mathématiques. En 1842, Ada est chargée de traduire un article portant sur la machine analytique pour le journal Scientific Memoirs. À la suite de la lecture de l'article par Babbage, il constate que la jeune femme a une grande compréhension de son invention et il lui demande donc de rédiger un mémoire sur la présentation et le mode d'emploi de la machine analytique. Elle réalise l'ouvrage après plusieurs mois de travail. Un de ces passages marque l'histoire. Elle s'appuie sur un véritable algorithme très détaillé pour calculer le nombre de Bernoulli avec la machine. De plus, son programme comporte les premières boucles, un élément essentiel en programmation moderne. Elle publie son travail en 1843, mais celui-ci est malheureusement passé sous silence lors de son vivant. Elle meurt malheureusement en 1852, à l'âge de 36 ans, d'un cancer de l'utérus. Ce n'est qu'en 1950 que ses contributions dans le monde de l'informatique sont découvertes et, en 1953, son article est publié de nouveau. Ses idées et avancées lui permettent aujourd'hui d'être dite comme la première programmeuse informatique. On croit même aujourd'hui qu'Ada a peut-être mieux compris la machine analytique que Babbage lui-même.
En 1980, le département américain de la Défense a nommé un langage informatique nouvellement développé, ADA, en son honneur. Elle reçut également plusieurs distinctions posthumes pour son travail. Le deuxième mardi d'octobre est devenu en son honneur le Ada Lovelace Day. On y célèbre la contribution des femmes en sciences, en technologie, en informatique et en mathématiques. Pouvez-vous nous parler un peu de l'évolution de la bioinformatique? Donc, vous dites que ça n'existait pas avant jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai commencé à travailler, je vais peut-être dire mon âge un peu, en 2001, le premier génome n'était pas encore séquencé. On ne faisait pas des génomes complets à ce moment-là. Moi-même, j'étais dans un laboratoire humide encore et on séquençait chaque paire de bases une par une. On faisait ça sur quelques milliers de paires de bases dans un génome. Pour quelques milliers d'individus, on faisait ça manuellement. Chaque variant, on les faisait manuellement. Donc, on n'étudiait pas les 4 millions de variants du génome de quelqu'un. On étudiait vraiment des petites parties. Donc, on était capable de mettre ça dans une petite base de données Access, puis de faire des analyses dans Excel. Là. Donc, puis là, au début, on a eu des génotypes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas toutes les positions du génome, mais il y avait quelques positions dans le génome réparties, mais ça faisait quand même des fois 500 000, 1 million de variants pour plusieurs individus. Donc, c'est là qu'on a commencé à avoir besoin d'outils un peu plus puissants. Puis c'est là qu'on a commencé à travailler avec des logiciels comme Plink, pour faire du nettoyage de données, ces choses-là. Puis après ça a évolué vers les génomes complets qui sont devenus plus accessibles à tout le monde, parce qu'au début, le premier génome, il a coûté des milliards de dollars, puis il a nécessité beaucoup de ressources. Là. Pouvez-vous nous parler un peu de Calcul Canada, donc vraiment les serveurs auxquels que vous travaillez? Oui, donc c'est une alliance canadienne qui a pour but d'offrir des services de calcul de pointe aux chercheurs, à tous les laboratoires canadiens. Donc, ils ont des serveurs un peu partout. On en a un ici à Montréal, il y en a à Niagara, il y en a à Vancouver. Mais tous les chercheurs ont accès, on en fait la demande, on a accès gratuitement, on a une allocation de base. On peut aussi faire une demande pour une allocation, comme par exemple, nous, on a beaucoup de stockage, de données à stocker. Donc, nous, on fait une demande d'allocation pour avoir plus d'espace disque. Il y en a qui font des demandes. Il y a plusieurs domaines, il n'y a pas juste la génétique. Là. Il y a la physique, il y a tous les domaines. Il y en a qui c'est pour le calcul. Plutôt, donc, il y a plusieurs milliers de cœurs disponibles, des CPU, des GPU, du stockage. Puis, on a aussi du soutien, si jamais on a besoin. Donc, c'est un service gratuit pour les chercheurs à travers tout le Canada qui est vraiment essentiel je pense, à plusieurs domaines maintenant. Là. Pouvez-vous un peu nous expliquer la différence et le processus entre l'informatique et la bioinformatique? C'est vraiment l'informatique au service de la génétique ou de la biologie, des données biologiques, des données génétiques. Donc, par exemple, nous, en génétique, on prend des échantillons d'ADN, on les fait séquencer là, dans des centres. Ensuite, sort des petits bouts d'ADN de 150 paires de bases, il y en a des millions, des millions. Et là, la première chose, c'est de reconstituer un génome avec ça. Par la suite, on prend ces génomes-là, il y en a vraiment beaucoup, ça fait beaucoup de données. La première chose, c'est de les nettoyer. Nettoyer les données, c'est pas toujours évident. Puis on fait des graphiques on appelle ça QC, là, de contrôle de qualité. Puis on regarde comment ça se présente. Après ça, quand on est sûr qu'on a vraiment un ensemble de données vraiment nettoyées, là, on peut aller vers les analyses. Mais il y a vraiment toutes sortes d'analyses qu'on peut faire en génétique. Par exemple, on peut regarder des segments qui sont partagés dans la population, qui sont pareils chez un individu, chez un autre. On regarde leur longueur, on regarde les variants. Oui, ça c'est une chose qu'on regarde beaucoup. On essaie de comparer un individu à un autre, lui, tel variant, mettons, pour une maladie. Est-ce que ça, c'est significatif? Est-ce que ça l'est pas? Des analyses statistiques, toutes sortes de choses qu'on peut regarder dans le génome, comme les variants. Puis je pense que c'est un peu ça.
Puis, après qu'un projet soit terminé, c'est quoi un peu le produit final qui en résulte? C'est sûr que c'est ça notre objectif dans la vie en recherche. Là. En fond, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour faire avancer la science. Et c'est pas toujours qu'on trouve le remède au cancer à tous les jours. Là. C'est vraiment petit pas par petit pas dans chaque domaine, puis les domaines se multiplient. Là. Puis les connaissances avancent. Puis oui, fait que oui, il y a une grande partie de nos travaux, c'est de suivre la littérature, l'avancement des connaissances, mais aussi l'avancement des techniques qui va nous permettre d'aller chercher un peu plus dans nos génomes, de les comprendre un peu plus. Et oui, donc ultimement, pour chaque projet, on écrit des articles scientifiques qu'on publie dans les journaux, qu'on partage, puis on va à des congrès pour partager ça aussi avec d'autres chercheurs. Pouvez-vous parler un peu plus de votre quotidien en tant que professionnel de recherche? Bien, je passe toute la journée en avant de mon ordi. Ça, c'est la première chose. Moi, j'ai mes projets à moi, que ça, j'aime beaucoup. Dans le fond, je pose les questions, je fais les analyses, je fais la revue de littérature, j'écris les papiers, je soumets les papiers. Je fais pas ça tout seul, là, on le fait ensemble, mais moi, j'ai des projets que je m'occupe. Mais je m'occupe aussi des projets des étudiants dans le labo. Donc, quand ils ont des questions, on fait des réunions hebdomadaires. Donc, quand les étudiants ont des questions, on réfléchit tout le monde ensemble. Je guide leurs projets côté scientifique, côté technique. S'ils ont des problèmes, on en parle. J'aide aussi, dans le fond, le chercheur avec ses demandes de fonds, avec la poutine administrative. Pouvez-vous parler un petit peu de votre relation avec justement le directeur de recherche avec lequel vous travaillez? Ben oui, Simon et moi, on s'est rencontrés, dans le fond, à Montréal, parce que lui, il a fait ses études postdoctorales où est-ce que moi, je travaillais, puis on avait des amis en commun, puis on se connaissait comme de réputation, puis on a un peu commencé à travailler ensemble. Moi, j'étais dans un autre labo, mais on s'est connus, puis on s'entend vraiment bien, puis pour moi, c'est très important. C'est pas tant une relation hiérarchique, quoique, je veux dire, théoriquement, c'est lui mon employeur. Mais je pense qu'on est les deux un peu pour gérer toutes les choses du labo. Lui, il a plus son enseignement, il a plus l'administration, moi, puis les étudiants. Moi, j'ai beaucoup les étudiants, les projets, la science. On a un peu chacun nos domaines, puis on est un peu au même niveau, même si, en théorie, c'est lui. Puis, moi, j'ai été chanceuse dans ma vie. J'ai toujours été traitée de cette façon-là. Là, jamais de niveau hiérarchique, tu fais ça, puis c'est point barre. Là, Puis d'ailleurs, ça donne bien parce que j'aime beaucoup ça, dire ma façon de penser. On était à Montréal, lui il est venu à Chicoutimi. Je me suis posé la question, est-ce que je veux, mais moi j'avais ma famille là-bas, j'avais mon conjoint qui avait déjà son emploi, on avait notre vie là-bas. Fait que je dis, on va essayer à distance. Puis aujourd'hui, c'était avant la pandémie quand même. Donc, on a installé nos outils collaboratifs, Slack et compagnie, puis on a commencé, puis on a dit, on va voir comment ça va. Puis ça se passe vraiment bien, je dirais. J'y parle à tous les jours. C'est comme si on était, c'est comme s'il était dans mon bureau à la maison. Et quand la pandémie est arrivée, en fin de compte, ça nous a un peu aidés dans le sens que nous, on était déjà habitués avec les outils collaboratifs. Puis, étant donné que tout le monde était obligé d'être confiné à la maison, nos étudiants, on les a accueillis cet été-là. Ça a presque pas paru. On n'a pas eu de ralentissement de travaux ni rien parce qu'on avait déjà cette expérience-là, lui et moi. Et il me demande toujours si je veux déménager à Chicoutimi. Quoique c'est vraiment une belle région, j'ai déjà habité ici. Ma vie est plutôt là-bas. Donc, je voudrais bien être à deux places en même temps, mais pour le moment, je pense que ça se passe vraiment bien. Shen Shiwu est née le 31 mai 1912 en Chine. Depuis son enfance, elle porte un grand intérêt envers le domaine scientifique et l'enseignement. Elle a d'ailleurs suivi une formation dans le but de devenir professeure au niveau universitaire. Initialement, ses études portaient sur les mathématiques, mais ont rapidement bifurqué vers la physique. En 1936, elle se rend aux États-Unis afin d'y effectuer un doctorat en physique. Une fois son doctorat terminé en 1940, elle est invitée à participer sur le projet Manhattan, un projet mis sur pied dans le but de développer une bombe atomique au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Elle se joint donc au département de physique de l'Université de Columbia afin d'y développer une technique permettant la séparation des isotopes d'uranium par diffusion gazeuse et en développant des compteurs Geiger plus efficaces dans la détection des rayons ionisants. Après la guerre en 1945, elle accepte un poste d'enseignante au sein de l'Université de Columbia et devient l'une des premières femmes à intégrer le département de physique. En 1956, Shen Shiwu se joint à deux de ses collègues, Shen Lingyan et Song Dao, afin de les aider à prouver les concepts liés à la loi de conservation de la parité. Loi selon laquelle deux particules identiques, soumises aux mêmes conditions, vont agir de la même manière. Or, les travaux menés par Shen Shiwu prouvent le contraire car deux atomes de cobalt-60 agissent de manière différente lors d'une désintégration bêta. Cette découverte est considérée comme fondamentale dans la validation des lois et est mise de l'avant par un prix Nobel. Toutefois, seulement ses collègues masculins ont été nommés comme récipiendaires du prix. Suite à cette injustice, elle commence en 1964 à lever sa voix afin de dénoncer les injustices auxquelles les femmes œuvrant dans les domaines scientifiques sont soumises. Elle anime d'ailleurs plusieurs discours, dont un au sein de l'Institut technologique du Massachusetts. Dans le but de faire entendre sa voix, Shen Shiwu poursuit ses études et ses recherches, notamment sur la physique nucléaire et la molécule de l'hémoglobine. Les retombées de ses recherches lui valent plusieurs prix et récompenses, dont le prix Comstock de l'Académie nationale des sciences des États-Unis en 1964, la médaille nationale des sciences en la même année et le prix Wolf de physique en 1978. Malgré plusieurs années en recherche, elle dédie une grande partie de sa vie à l'enseignement, dans le but d'inspirer les jeunes scientifiques et ce même après sa retraite en 1981. Aujourd'hui, Shen Shiwu est connue comme la première femme en physique. En effet, suite à ses découvertes fondamentales et ses ouvrages de référence tels que son livre sur la désintégration bêta, elle contribue grandement à forger la physique d'aujourd'hui. Cette dernière est également connue comme une actrice importante militant pour le droit des femmes et de leur reconnaissance au niveau scientifique. Moi, j'ai été formée initialement à l'Institut de cardio-pneumologie de l'hôpital Laval, anciennement l'hôpital Laval, et j'ai été mis rapidement dans un contexte interdisciplinaire où il y avait des pneumologues, des cliniciens qui travaillaient avec des pathologistes, avec des gens en microbiologie, en biologie moléculaire, dans plein de disciplines, mais on comprend qu'on est dans le multidisciplinaire et non pas dans l'intersectoriel encore. Mais j'ai rapidement été mis dans ce bain-là. Puis j'ai rapidement apprécié avoir des contacts avec des gens qui avaient un regard différent, une perception différente, puis ça amenait à voir la problématique de recherche dans sa globalité. Après avoir eu ma chaire de recherche du Canada et l'avoir renouvelée, je regardais le milieu universitaire dans un petit établissement comme l'Université du Québec à Chicoutimi, puis je me disais de quelle façon on peut faire pour améliorer l'environnement, pour que ce soit plus facile pour les jeunes chercheurs qui arrivent en santé. Puis le bon moyen, bien, c'est un centre de recherche. C'est un effet structurant parce que ça te permet d'avoir du mentorat, d'aider les jeunes chercheurs, de pouvoir partager des ressources professionnelles ou des infrastructures. En faisant une revue, en regardant ce qu'on avait dans l'université, j'ai rapidement vu qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressaient à la santé, mais avec différentes lunettes. Je pense que de se mettre dans le contexte intersectoriel, ça amène aux problématiques des solutions qui sont plus originales et plus innovantes que si on les regardait juste au travers d'une loupe unique. Et ça, c'est un avantage vraiment important. Comment envisagez-vous votre futur en bioinformatique? Bien, exactement comme maintenant. J'aime beaucoup ce que je fais, ça me passionne vraiment, tous les projets. Les étudiants, je l'avais pas tant fait avant, de m'occuper des étudiants, mais j'aime vraiment ça. Je trouve que ça apporte, puis en même temps, les projets avancent, puis c'est pas moi qui est obligée de faire tout. Alors, non, j'aime vraiment ça, comment ça fonctionne présentement. Et c'est sûr que ça donne une liberté aussi que je travaille toujours en télétravail. Mais je viens faire mon tour de temps en temps, puis ça fait de l'effervescence dans le labo, je pense. Puis, exactement comme maintenant. Quelle est, selon vous, votre plus grande réussite et votre plus grande fierté en carrière? J'ai peut-être eu de la chance, mais on m'a toujours donné la charge de projet. Parce qu'il y a différentes façons d'être professionnel de recherche dans un labo. On peut faire justement des tâches administratives ou dans un labo humide, ces choses-là. Moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir mes projets à moi. Puis il y en a un qui a amené vers un article dans Science sur lequel j'étais première auteure. Fait que c'est quand même... je pense que c'est rare en tant que je suis chanceuse d'avoir eu ça.
J'ai participé à plein vraiment de projets le fun. Dont un, entre autres aussi, on a recruté la cohorte de référence du Québec. Et moi, j'ai participé beaucoup à toutes les étapes de ce projet-là. Puis cette cohorte-là, on a ramassé quelques centaines d'individus, qu'on a eu des données génétiques, des données généalogiques. Puis j'ai eu la chance de participer dans tous les aspects de ce projet-là. Puis on l'utilise encore aujourd'hui, même si je suis plus dans le labo où est-ce qu'on était quand je l'ai... Donc c'est ça. Je pense que tous les projets auxquels j'ai participé, ça me passionnait vraiment. Puis, mais l'article de Science... Puis, si on constate un petit peu, c'est quoi, qu'est-ce qu'en consiste la cohorte de référence du Québec? Donc, avec ces données génétiques-là, qu'est-ce que vous avez fait? Bien, c'est surtout la génétique des populations. Donc, bien, axé sur, bien, c'est, dans le fond, les gens qui provenaient des différentes régions du Québec. Donc, on a voulu qu'ils soient vraiment ancrés dans chaque région pour aller voir s'il y avait une diversité entre les régions québécoises. Donc, puis on a ramassé, dans le fond, l'ADN, bien, la salive, qu'on a extrait l'ADN, puis qu'on a des données génétiques maintenant. Et on a aussi la généalogie de ces gens-là. Donc, on peut faire un parallèle entre l'histoire démographique et la génétique, qu'est-ce qu'on voit maintenant, dans le fond, de quoi ça a résulté. Puis on peut étudier aussi l'effet fondateur, parce que le Québec est une population effet fondateur. Et ici, à l'UQAC, il y a Balzac, évidemment, c'est avec eux qu'on a collaboré pour avoir les généalogies. Donc, c'est vraiment, on va dire, un terreau fertile pour ce genre d'études-là. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes étudiantes qui veulent plus tard, comme vous, étudier dans, exemple, en bioinformatique, un domaine plutôt masculin? Bien, écoutez-vous, faites ce que vous aimez, puis laissez pas les gens vous pousser vers quelque chose qui est peut-être moins vous-même. Donc, si vous avez envie de jouer avec des données, vous devenez professionnel de recherche. Si vous avez envie d'avoir des gens à votre charge, d'enseigner, de gérer un labo, puis vous avez des idées, puis vous avez envie de les partager, mais devenez chercheur. Je veux dire, il n'y a aucune porte qui est fermée pour les femmes aujourd'hui, fait qu'il faut en profiter. Merci beaucoup, Claudia, d'avoir participé à cette entrevue pour discuter des femmes en sciences. Au plaisir.